Oui, nouvelle petite courte séance d'apprentissage de kanji. J'ai pas beaucoup de temps, on va pas en faire beaucoup, mais ça vaut le coup. L'essentiel c'est de continuer et de ne jamais s'arrêter. On en était au kanji numéro 185 de la fameuse méthode Remembering the Kanji, qui m'a sauvé la vie, entre guillemets, enfin non pas sauvé la vie, mais qui m'a beaucoup aidé. Hein. Alors, yes, ça y est, on trace. Alors, là, on va découvrir un nouveau petit composant qui est pas le plus, qui va pas être super facile à mémoriser en tant que tel pour son sens premier, mais qu'on va avoir dans beaucoup de kanji. Donc, il va bien falloir y passer. Alors, au départ, ça commence comme une rizière, vous voyez, hop, sauf que ça continue un peu plus bas. Un petit trait là, et un grand trait là. C'est un peu une combinaison de la rizière et du sol, de la terre en dessous, si vous voulez. Et là encore un bel exemple où bon, le caractère pictographique va pas vous aider, donc il va falloir un petit peu admettre des choses comme ça. C'est que ce kanji, primitivement, il veut dire un riz. Un riz? Un lit? Un riz? Un quoi? Non, c'est pas le riz, la céréale, c'est le ri, R-I, qui est une unité de mesure japonaise des distances, qui représente à peu près 4 km. Et là, tout le monde est parti. Non, revenez, 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 je vous assure, ça sert. Ça sert, ce kanji. Il peut se prononcer sato en lecture kun ou ri en lecture on. Et on voit qu'en fait, c'est un kanji qui est très fréquent, assez fréquent, on va dire. Surtout, on va le retrouver dans plein d'autres composés. Donc, c'est intéressant de le connaître. Moi, je l'aime bien pour un autre sens qu'il a, qui est sato, comme dans Furu Sato, c'est-à-dire son village, pas visage, sauf si on a fait beaucoup de chirurgie, mais son village d'origine. Pas son visage d'origine, ça c'est plus pour les Jocelyn Wildenstein du monde. Faites une recherche Google Images sur Jocelyn Wildenstein, vous ne serez pas déçus. Donc, le home country, le home village, voilà. Imaginez le vieux village où vous avez vos parents. Donc, Sato Gokoro, c'est beau ça. Hein, le cœur, l'esprit, l'état d'esprit du Sato, donc de votre village natal. Village natal, c'est aussi une combinaison qui peut bien marcher avec ce kanji. Donc, on en est déjà à deux sens. Hein. Le ri, bon, qui franchement va pas trop nous aider, je vous avoue, je pourrais vaguement m'en souvenir, mais de la correspondance, heureusement que j'avais mon petit manuel, parce que savoir que ça fait à peu près 4 km, franchement, j'avais complètement oublié. Le côté en revanche village natal, ça c'est assez fréquent. Et puis vous savez que M. Heissig, il aime bien donner un sens un peu concret qui va servir lorsque vous allez créer des composés avec cet élément-là. Le sens qu'il lui a mis quand il le met dans des composés, c'est le sens d'un ordinateur. Pourquoi ? J'en sais rien. J'en sais rien. Si ça avait... Ouais, enfin ça a à voir avec un kanji qu'on verra plus tard, donc en vrai voilà. Donc vous allez voir beaucoup de moyens mnémotechniques qui utilisent un sens ordinateur avec celui-là. Donc si on se regarde notre petit kanji numéro 185, alors tenke, le ri est une unité qui mesure la distance d'un champ qu'un champ recouvre sur le sol. Ok, pourquoi pas. Ça peut également marcher. Le problème c'est que voilà, le ri, vous allez avoir... vous savez, vous galérez à vous en souvenir dans les composants. Mais pourquoi pas, hein, on peut se dire, ok, ma rizière, je voulais en mesurer la surface, et donc j'ai parcouru le sol, voilà, avec un cordon, je sais pas quoi, et j'ai vu que ça faisait un lit, ou quelque chose comme ça. Alors, quelqu'un a pris Parents House, ce qui est pas mal aussi. Voilà. Ça c'est pas mal, ça j'aime bien ça. L'idée un peu plus bucolique que, vous savez, beaucoup de Japonais ont leur famille à la campagne. Hein.
Donc la rizière, voilà, le sol, tout ça, c'est des éléments un peu campagnards que vous pouvez utiliser pour vous souvenir que ce kanji signifie mon village natal, mon village à la campagne. Donc ça aussi, vous pouvez faire des petites histoires comme ça. Je trouve que ça marche beaucoup mieux que de retenir le sens de ri, qui est pour le coup pas indispensable, hein. Voilà, voilà. Bon, une fois qu'on l'a vu, ce village natal slash ordinateur slash ri, on va s'en servir pour faire plein de kanji super intéressants. Le premier qu'on va voir avec ce composant, pardon. Tchouk. C'est le même, mais avec en dessous le composant qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire les 4 petites flammes du feu. Hop, vous voyez ici. Si dans le chat vous devinez les trucs, n'hésitez pas à les hurler au fur et à mesure. Donc, kuro, yes, Nessiu, bravo. Kuro, koku. C'est le kanji qui veut dire la couleur noire. La couleur noire. Kuro, kurozumu, kuroi, koku. Prononciation on. On est sur du N4, effectivement. Hein, c'est tout ce qui est couleur. Ouais, c'est des kanji qui sont plutôt dans le niveau N4. C'est un kanji très fréquent, donc faut l'apprendre pas trop tard. Kurozumu, ça veut dire quoi? Se noircir? Ouais, effectivement, logique. Que vous dire dessus? Alors, kokuban, le tableau, donc littéralement la planche noire. Kurohiro, bon, ça c'est pas du on, c'est du kun, donc c'est mal classifié. Mais c'est pas bien grave. Donc, quelle petite histoire mnémotechnique on va se trouver sur ce kuro? Si on met le feu au champ de riz, la terre deviendra noire. Pas mal, monsieur Tenke. If you burn the ground of a rice field with fire, it will turn black. Identique, Miss Christine. Christine Tam. Ah, si la maison de vos parents brûle. Ah, vous pouvez imaginer un truc un peu tragique. Ah bah tiens, là d'ailleurs, on est en train d'écouter de la musique de Chrono Cross. Il y a une histoire d'incendie, d'orphelinat dedans, si je dis pas de bêtises. Tiens, ça m'y fait penser, tiens. Du coup, voilà, on peut penser que la maison où j'ai grandi dans mon pays natal, là, dans mon village natal, elle a pris feu et du coup, il ne restait que des cendres noires. Pas mal cette petite histoire. Alors, le suivant qu'on va encore apprendre, hein, qui est, c'est encore presque le même, mais on est en mode on empile. Hein. Kasanemasu. Kasaneru. Salut Panzerbrot, welcome back. Donc, on a toujours notre ordinateur slash village natal slash ri. On a toujours nos petites flammes, donc on est toujours dans le noir. Mais en plus, en dessous, on a une deuxième fois la terre, le sol. Bon, je l'ai très mal dessiné, mais il a quand même été reconnu. Merci Jisho. Et celui-là, ce qui est bien, c'est que pour le coup, on va pouvoir très facilement le relier à celui qu'on vient d'apprendre, qui était le noir. Puisque celui-là, ça veut dire l'encre, mais spécifiquement l'encre de Chine, l'encre noire, hein, dont on sert pour faire de la calligraphie, tout ça. Sa prononciation on, c'est beaucoup. Bon, je vous avoue, j'ai rien qui me vient comme vocabulaire, on va voir après. Ils le mettent au niveau N1. Je trouve ça un peu fort de café. Bien deviné, crotte. Un peu fort de café. Moi, je l'aurais mis niveau N3. Parce que. En fait, ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on connaît Kuroi, franchement, rajouter la terre en dessous et se créer une petite histoire mnémotechnique pour retenir que c'est l'encre, je trouve vraiment pas ça trop dur. Donc, ça sert aussi à symboliser le Mexique. Vous savez, il y a plein de kanji qui servent à symboliser des pays. On écrit plutôt les noms de pays étrangers en katakana, bien sûr. Mais il existe également des versions kanji
Ouais, franchement. Ah, Suiboku, peut-être. Ouais, non, elle me dit pas grand-chose, cette prononciation on. Donc, encore une belle illustration comme quoi il vaut mieux apprendre les prononciations avec le vocabulaire que les apprendre par cœur, parce que savoir par cœur que ça se prononce beaucoup en prononciation on, ça va pas vous servir très souvent. En semi, oui. Hein, semitsuki. Ikasemi. Ikasemi. Ah, j'ai oublié que ça s'écrivait comme ça, Ika. Hein, squid, la sèche, comme dans Squid Game. Salut Yanimakai. Yanimakai, à chaque fois que je dis ton pseudo, j'ai envie de rigoler, puisque j'ai la femme de mon beau-père qui appelle mes filles Makai. Et je trouve ça assez mignon. Donc, quand je dis Yanimakai, ça me fait penser à ça. Bref, on va y arriver. Donc. L'encre noire. Hein. Moi, j'ai m'étais fait une scène dans ma tête pour ce kanji qui était, j'imaginais, vous savez, une salle de classe un peu à l'ancienne, avec un porte-plume dessus et une bouteille d'encre noire renversée qui coule, avec de l'encre qui coule dans les vieilles rainures, vous savez, des vieux bureaux. Des années, première moitié du XXe siècle, avec voilà toutes les petites rainures et les buvards et tous ces trucs-là, et des gouttes d'encre noire qui tombent sur le sol, qui font plic-ploc. C'est comme ça que j'avais fait la correspondance entre le noir, le sol et l'encre dans ma tête. Donc qu'est-ce que ce noir sur le sol? Probablement de l'encre, voilà. Et ouais, moi j'étais un peu plus loin, j'avais vraiment imaginé le plic-ploc. Pota, poro, poro. Black ink comes from black soil. Ok, ah oui, il y a quelqu'un qui s'est fait un truc un peu plus géologique, genre il faut de la terre noire pour faire de l'encre noire. Pourquoi pas? Mais voilà. Ah, et le suivant. Le suivant, il est cher à mon cœur. C'est pas un kanji qu'on voit si souvent que ça, mais je l'aime beaucoup. Surtout, j'aime beaucoup l'animal. Alors. Ouf, je me suis peut-être chié dessus sur l'ordre des... C'est pas grave. Pire, je le taperai. C'est dommage parce que la forme est pas trop mal. L'ordre des traits est dégueulasse. Ouais. Moi, je vais le refaire, tiens. Parce que je pense que je me suis bien planté. Hop. Ouais, du coup, l'ordre des traits est bien. Mais c'est dégueulasse. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ce que je suis en train de gribouiller là? Oh, qu'est-ce que c'est laid. Ça ressemble à quoi ça? Le poisson, bravo crotte. Et bien le poisson, combiné à mon village natal, mon riz, mon ordinateur. J'ai jamais trop accroché sur ce ordinateur de Heissig. Yes, il me l'a reconnu, merci monsieur. Qu'est-ce que c'est laid quand même. Ça c'est plus beau, hein. Ça, c'est un animal, si vous aimez le Japon, vous le connaissez, vous l'aimez bien, c'est la carpe koi. Koi desu. Oh là là. Donc, vous voyez que c'est même pas vraiment un Juryo kanji. Il n'est pas listé comme un Juryo kanji, il est listé comme un Jinmeiyo kanji. Il est listé, c'est-à-dire un kanji qui sert pour les noms propres. Mais bon, il a quand même un moment dans sa vie de kanji eu l'honneur d'être listé comme un kanji à connaître pour le N1, tant mieux pour lui. Moi, je l'aime bien ce kanji parce que, en fait, surtout j'aime bien l'histoire qu'on peut se créer avec. Les carpe koi, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans des petits étangs, à la campagne, voilà, dans des endroits vraiment, c'est bucolique, c'est le Japon, voilà, c'est le Japon un peu carte postale, enfin même pas carte postale, c'est le Japon traditionnel, quoi. Et l'idée que dans la maison de mon village natal, il y ait des poissons dans une petite étendue d'eau qui sont des carpe koi, moi je trouve ça sympa. Donc voilà, moi, grâce à cette petite histoire, je crois que j'ai quasiment jamais eu de problème d'interprétation de ce kanji qu'on voit pas très très souvent.
En termes de prononciation, bien sûr, hein, on ne s'emmerde pas avec... bon, la prononciation lit, jamais vu. Carpe koi, en revanche, oui. Ouh, il y a quelqu'un qui s'imagine des carpe koi qui font 4 km de long, ouais. Devant ma maison parentale se trouvent de superbes poissons, des carpes japonaises, ouais. Voilà, donc si ça vous parle, vous faites une petite histoire avec un étang, quelque chose comme ça. Mes filles adorent quand j'imite les carpe koi. Comme j'ai une grande bouche, ça marche bien. Voilà. Après, il y en a qui détestent les carpe koi. Je crois que c'était Amélie Nothomb dans Stupeur et Tremblement qui avait eu qui racontait un moment qu'elle avait fait genre qui avait fait une tentative de suicide à genre 5 ans parce qu'elle avait eu un choc esthétique en voyant la bouche des carpe koi et qu'elle avait trouvé ça dégueulasse. Bon, Candy, c'est bien passé, c'est bien en ton honneur, hein. Mais je crois que... Comment je fais déjà? Alors... Voilà, ça fait à peu près un truc comme ça. La carpe koi. Donc vous me direz si c'est vaguement ressemblant ou juste terrifiant. Alors, là, on va avoir le soleil levant, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Donc, toujours le jour qui se lève sur l'horizon. Wow. Et en dessous, notre fameux village natal. C'est bien, là, en plus, on a une boîte à musique nostalgique, là, qui va très bien avec notre village natal. Tout ça, ça fait ce petit composé-là, qui se prononce ryo, et qui veut dire la quantité. Quantité, mesure, poids. Ah, l'autre jour, j'avais vu un gars qui expliquait le verbe hakaru associé à ce kanji. Hakaru, c'est un verbe qui peut s'écrire avec au moins 3 kanji différents. Merci Candy de valider ma carpe koi. Je la ferai dans notre émission si tu veux. Faudrait que je fasse un reward, genre vous utilisez 12 millions de points de chaîne et vous avez droit à une carpe koi. Bref, le verbe hakaru, quand il est utilisé, donc hakaru qui veut dire mesurer, quand il est utilisé avec ce kanji, je crois que ça veut dire c'est plutôt mesurer des volumes, je dirais des choses en 3D. Parce que hakaru peut s'utiliser aussi avec d'autres kanji pour toujours vouloir dire mesurer, mais mesurer un peu différemment. Bref, il est un petit peu tricky celui-là. Hein, donc, ryo, JLPT niveau 2, clairement, c'est un bon kanji à connaître. Hein. Ouais, vous voyez là, on voit là un autre de hakaru. Hakaru. Donc, moi, je m'étais fait une histoire un peu alambiquée. J'avais toujours dans le village natal, paysage bucolique japonais, tout ça. J'avais imaginé quelque chose de très agricole et une scène où le matin, le soleil se lève sur l'horizon et qu'on voit l'énorme quantité, mot-clé quantité, l'énorme quantité de riz qu'il y a dans les rizières et qui va être récolté dans ces fameuses, dans cette campagne japonaise. Donc j'avais imaginé des champs à perte de vue avec le soleil qui se lève au-dessus et le village natal et tout ça. Et donc cette scène-là m'avait aidé à le retenir. Même si ce kanji-là, régulièrement, j'ai des petits doutes de lecture vraiment liés à son graphisme. De temps en temps, quand je lis un peu trop vite, je le confonds avec celui de Tatami, qui est là. Qui pourtant utilise des composés différents, mais vous voyez, il a un peu une structure, il a un sens vertical assez similaire, et ça fait partie de ces kanji que parfois, quand je fais pas bien attention, je vais me dire, je vais les confondre. Donc la quantité. J'avais une telle quantité de travail jusqu'au lever du soleil, je suis resté sur mon ordinateur. Donc là, Tenkei, il a utilisé l'ordinateur de Heissig. Tiac, ouais, vous voyez, il y en a pas mal qui ont utilisé ça, l'ordinateur. Donc ça peut marcher aussi. Hein. Moi j'avoue, je me suis fait un truc plus bucolique avec mon village natal. Mais ça, vous faites ce qui marche pour vous, hein, les amis. Le mieux, c'est les histoires qui vous correspondent.
Check. Donc, là, on a toujours notre village, mais il est sous une falaise. Et alors celui-là, franchement, je vous avoue, je l'avais franchement oublié avant de le revoir aujourd'hui. Je me serais dit, ça c'est un kanji que je connais et que je suis censé connaître. Mais en vrai, il est pas méga fréquent. Et il a encore un sens un peu foireux. Comme le premier qu'on a vu tout à l'heure, le riz. Ah, bucolique, Yanni Makai. Ouais, c'est un mot que j'aime bien. Hop. Donc, tout à l'heure, on avait le ri, qui était une unité de distance. Là, on a le rin, c'est-à-dire... Donc, c'est marrant parce que là, j'ai le manuel sous les yeux et Haïsik, dedans, il s'excuse du sens de ce kanji en disant « Désolé, ça veut dire un rin, j'ai pas d'autres mots-clés. Voilà. C'est un millième de... Donc, c'est un dixième de sen, sachant qu'un sen, c'est un centième de yen. Donc, c'est une unité de monnaie. Mais c'est une toute petite unité. Donc, c'est évidemment plus utilisé, parce que déjà, un yen, ça vaut pas grand-chose aujourd'hui. Donc, on a notre ordinateur sous la falaise qui ne vaut même pas un rin, c'est-à-dire qui ne vaut même pas un millième de yen. Voilà. Bon, en vrai, ce kanji-là, si vous l'oubliez, puis franchement, pour s'en souvenir, il faut vraiment tomber dessus. Hein. Bon, le seul truc qu'il a qui est sympa, c'est qu'il a qu'une seule prononciation on. Donc ça, c'est gentil. Mais ouais, c'est pas le plus cool des kanji de la Terre, tu vois. Hein. Voilà, j'ai balancé mon ordinateur depuis la falaise parce qu'il n'arrêtait pas de planter. Et maintenant, il ne vaut plus qu'un millième de yen. Voilà, tout le monde met un peu la même histoire. Il y en a qui a mis Windows au lieu de Windows. Windows, desu ka? So kana. Donc, bref. Le suivant, il est déjà un petit peu plus utile, même si c'est quand même un kanji un petit peu avancé. Donc, la clé qu'on va avoir à gauche, c'est le sol, la terre. Hop. Donc, vous savez, quand il se met à gauche, là, le sol, whoop, on l'incline un peu. Et comme d'hab, puisque c'est notre petit composant du moment, on a notre village. Ou notre ordinateur, ou notre lit. Et tout ça, en ce moment j'ai la baraque avec Jisho, là, il me reconnaît bien là. Tchoc. Ça veut dire enterrer. Enterrer. Umeru. Umeru. Version transitive, hein, enterrer quelque chose. Umaru, version intransitive, être enterré. Alors, umoreru, uzumeru, uzumaru, ikeru, tiens. Ça, je connais moins. Umoreru, c'est quoi ça? Ok, c'est comme umaru. Celui-là, là, uzumeru, submerger, remplir. Ok, bon. Bref, on est sur des sens proches. Salut Makial, comment tu vas? Mai, une prononciation N qu'on trouve assez souvent quand même. Niveau N2, ok. Je te vois, petit niveau N2, pourquoi pas. Donc, ce qui est important, c'est que lui, donc, il a les mêmes éléments que ce qu'on avait vu. Enfin, il a des éléments en commun avec ce qu'on avait vu tout à l'heure pour l'encre, sauf le feu. Hein, et puis, il les agence pas de la même façon, puisqu'on a le sol sur la gauche et l'ordinateur, le ri, sur la droite. Donc, maizo suru. Hein. Kikux Lulx Didox, bonjour à toi. Quelle petite histoire on va pouvoir se mettre avec celui-là. Je crois que je m'étais fait une histoire toute simple, moi, avec toujours avec le village natal, vraiment l'ordinateur, j'ai pas beaucoup accroché dessus. C'était que dans mon village natal, c'est là que sont enterrés, dans le sol de mon village natal, c'est là que sont enterrés mes grands-parents. Voilà. Donc, ok. Sinon, on a fait le suspect enterré dans le sol son ordinateur pour dissimuler les preuves.
Ah, ok, quelqu'un qui a fait un truc plus dur. A landslide buried my parents' house. Ok. J'ai utilisé du sol pour enterrer mon ordinateur. Alors, à propos d'ordinateurs et de trucs électroniques enterrés, je sais pas si vous connaissez l'histoire du... L'histoire du... Comment dire? Je vais y arriver. Du jeu vidéo E.T. pour la console Atari 2600. Ça remonte, hein. Mais il faut savoir qu'avant la période... Je fais juste un petit aparté sur les jeux vidéo. Avant la période fast des années 80, enfin à partir de la deuxième moitié des années 80, avec la Nintendo, la Famicom, la Nintendo, et puis Sega, puis la Mega Drive et tout ça. Au début des années 80, c'était la foire d'empoigne, le jeu vidéo. Il y avait énormément de consoles qui se vendaient pas très bien. Et il y a eu ce qu'on appelle un crash économique du secteur du jeu vidéo qui s'est effondré complètement, presque du jour au lendemain, au tout début des années 80. Et à cette occasion-là, il y avait notamment un jeu vidéo inspiré du film E.T., E.T. des vraies maisons, l'extraterrestre, qui était sur la console Atari 2600 et qui a été produit en quantité astronomique, qui s'est pas du tout vendu. Et il paraîtrait on aurait retrouvé des milliers de cartouches de ce jeu enterrées dans le désert du Nouveau-Mexique, je crois. Et c'est effectivement, comme le dit Didox, si vous vous renseignez sur ce jeu, c'est... bon, déjà à l'époque, les jeux étaient vraiment pas tous de très grande qualité, mais alors là, c'est au-delà de tout, quoi. C'est au-delà de tout, en termes de nullité. Allez, on va encore s'en faire un tout petit peu. Check. On va regarder un nouveau composant, ouais, on peut dire ça, qui va être utilisé dans le petit kanji que je vais vous montrer. Tac. Hop. Donc le composant en question, c'est ça. Hop. 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 Cette espèce de carré incomplet là, avec un petit hane, une petite aile là, en bas à droite. Ce composant, il lui met le sens de hood, c'est-à-dire comment dire, comme une capuche, si vous voulez. Une capuche, un capuchon, quelque chose comme ça. On va voir quel genre d'histoire on va pouvoir se faire avec ça ou pas. Et dedans, vous avez un trait là, et en dessous, la bouche. Le carré. Boum. Oh, il ne me l'a même pas reconnu, le vilain. Je pense que j'ai un peu du mal cliqué. C'est pas grave. Tac. Donc, ça veut dire identique, pareil. Do ou ona di, avec un petit okurigana. Hein, ce qu'il y a après le point, c'est les okurigana, c'est-à-dire ce qui se met en plus des kanji, ce qui accompagne les kanji. Donc voilà, quelque chose d'identique. Moi, l'idée que je m'étais mis avec ce truc-là, je crois que j'avais pensé à une procession de... genre les processions qu'on voit par exemple en Espagne avec des gens qui ont processions religieuses catholiques où il y a des gens qui ont des bonnets, si vous voulez vous pouvez faire un truc carrément glauque avec le Ku Klux Klan ou quelque chose comme ça, mais j'avais imaginé que là ça représentait un visage, donc avec genre un gros monon sourcil et la bouche, et que comme tout le monde avait le même bonnet, la même capuche sur la tête, tout le monde avait une apparence identique. Voilà, c'est l'histoire que je m'étais fait. C'est un kanji de base, hein. Niveau JLPTN4, clairement ça doit faire partie, c'est quelque chose qu'il faut connaître assez tôt. Heureusement visuellement il est assez, voilà, je trouve qu'il se distingue pas mal. Même si bon, on pourra toujours dire qu'il ressemble à Mawaru, qu'il ressemble à Kuchi, qu'il ressemble à d'autres. Moi je l'aime bien celui-là. Itokatsu os Dodai. Comment ça va, Itokatsu? Alors, donc, on a dit same. Ouh, une histoire Harry Potter, ça faisait un moment.
Les détraqueurs ont tous la même forme, une bouche sous une capuche, pourquoi pas? Moi, je suis allé voir le spectacle Harry Potter à Londres. Et il y a des détraqueurs dedans et ils sont trop beaux. Ils sont splendides. Mais vraiment splendides. Là, pour le coup, c'est le truc qui m'a impressionné. Tout m'a pas impressionné dans le spectacle. Surtout l'histoire. L'histoire m'a un peu fait yesh. Mais les détraqueurs étaient top. Donc bref, voilà. Tenkei, ça fait une histoire Harry Potter. Si ça marche pour vous, eh bien, prenez-la. Eh ouais, Candy. J'aime bien aller voir des spectacles à Londres. Mais je suis pas allé voir les studios. C'est mes filles qui sont allées voir les studios et moi je suis allé voir le spectacle. Mais elles n'ont pas vu le spectacle. Oui, j'étais à Londres avec mes filles, mais on faisait des voyages séparés. Bref, c'était tout un bordel d'organisation, mais on était tous très heureux, donc c'était très bien. Donc voilà, identique do, on a dit. Et donc maintenant, on va se regarder quelques petits kanji qui utilisent ça. Je regarde juste un petit peu où on en est là. On s'en est fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va aller jusqu'à 10. Donc, là, on va prendre la clé de l'eau. Sanzi, hop. Et puis, identique. Bim. Il est là. Il est là. Donc on a l'eau et identique. Bon. Donc visuellement, il n'est pas très très compliqué. Mais au niveau du sens, c'est pas le plus. C'est pas le truc le plus évident, surtout par rapport au mot-clé anglais qui est utilisé par iSig. C'est pas un mot-clé. Voilà, tout le monde ne connaît pas ce mot-là en anglais. C'est un mot un peu compliqué. Parce qu'il a mis le mot den. En anglais, ça veut dire une tanière. Hein. C'est un peu compliqué. Vous imaginez une grotte, là il met cave, qui est un faux ami. A cave en anglais, ça n'est pas une cave, c'est une caverne, c'est une grotte, une excavation. Hora, do. D'ailleurs, ce hora, complètement oublié. Je me souviens de sa lecture do. Merci les lectures on, souvent des kanji qui ont une partie droite similaire ont des lectures on similaires, pas souvent mais pas toujours, mais en tout cas ça peut vous donner des indices. Vous pouvez procéder un peu par élimination. Par exemple, vous allez voir un mot et vous dire ah merde, ce mot je crois que je le connais, mais je suis plus sur la prononciation de ce truc. Vous pouvez tenter dans votre tête une prononciation, puis vous verrez bien si ça marche. Do, bon. Tiac. Kudo. Ouais, ah oui, Horana quand même, je crois que je l'avais vu. Ouais, là, quand même le Hora. Hora. À quoi je pense déjà? Il n'y a pas un truc genre Dokutsu, un truc comme ça avec ce kanji. Ouais, c'est ça. La caverne, voilà. Celui-là, je m'en souviens. Mais bon. Eh ben voilà, Itokatsu, les grands esprits. Hein, on y arrive. Donc voilà, ce do, voilà. C'est pas le plus, voilà. C'est un kanji, si vous faites la méthode Aijik, vous allez l'oublier. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Parce qu'il y aura toujours votre petite fiche ou votre petite appli, Anki, ou ses camarades, ses clones, qui vous rappellera, qui sera toujours là pour vous dire. Peut-être que ce sera au bout de 4 ans que vous l'oublierez. Et c'est pas grave. C'est pas grave d'oublier, tant qu'on n'arrête pas. Ne vous fustigez pas. Les Japonais oublient aussi souvent des kanji. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter. L'eau est la même pour tous les animaux de la tanière. Ouais. Tenkei, il se galère aussi à trouver une histoire sympa. All the animals in the den share the same water. Franchement. Moi, je crois que le système mnémotechnique que je m'étais fait pour ce truc-là, c'était vraiment un truc de derrière les fagots. Moi, j'ai habité près de Beaubourg, à Paris. Et près de Beaubourg, il y avait un bar gay j'imagine qu'il existe toujours,
qui s'appelait le Bear's Den, la tanière des ours. Donc, et c'est quand j'ai vu ce den, j'ai pensé au Bear's Den. Salut Evelyne. Donc la tanière des ours, il n'y a que comme ça que j'ai retenu tanière des ours, le Bear's Den. Et comme les mecs qui vont dans ce bar, ils ont, c'est un peu des ours, donc c'est des mecs poilus, costauds ou un peu gros quoi, et qu'on on les voit dans la rue parce qu'il y a des terrasses et tout. Je me suis dit, je les ai imaginés avec un verre à la main, donc d'où l'eau, un verre à la main, un verre d'eau, et puis je me suis dit qu'ils avaient tous le même look, qu'ils étaient tous identiques. Donc voilà comment je m'étais fait une correspondance alambiquée dans ma tête en disant « Ah oui, le Bear's Den, la tanière des ours, parce que dans ce bar, il y a plein de gars avec des verres d'eau à la main et qui ont tous le même look, qui ont la même apparence et qu'on pourrait les confondre les uns avec les autres. » Bon bref, c'était encore un truc stéréotypé, tout ce que vous voulez, mais parfois les stéréotypes ça marche bien. Merci Naissio, alors j'ai pas de verre d'eau, mais j'ai une tasse. J'ai une tasse, effectivement. Ah, Itokatsu, tu sors, Oshiri Sensei. Bravo. À Eblin, non, normalement c'est jeudi kanji, mais là jeudi, je pourrais pas faire de live. Donc je l'ai fait mardi. Parce que en fait, je suis un gros rebelle. Ok. Et alors, notre dernier petit kanji de notre petite série. Le 194. C'est cool, on va être bientôt à 200. J'adore. Donc là, on a la lune sur la gauche, qui sert souvent à désigner des parties du corps, des organes, des parties du corps humain. J'ai la lune, ou la chair, et identique, pareil, same. Il a du mal à me le reconnaître, faut dire. C'est moche ce que j'ai fait. Tac. Est-ce qu'il me l'a mis quelque part? Ah si, il est là quand même. Donc une partie de corps qui est identique. Là, c'est pas évident. C'est le tronc, le torse. Ça fait du bruit quand je fais ça. J'en sais rien. Moi, ça me donne envie de roter, donc j'ai peut-être évité. Donc le tronc. Do, là encore, la prononciation do qui s'impose avec la partie droite. Bon, on est sur du plutôt compliqué, du N1, n'oubliez pas, il y a à peu près la moitié des kanji qui sont des Juryo kanji qui sont N1, puisque il y a à peu près 1000 kanji de différence entre le N2 et le N1. Donc, le tronc, le torse. Je crois que, je sais pas, je m'étais fait une image mentale un peu gore, en imaginant que des personnes identiques, parce qu'on leur a enlevé tous leurs membres et qu'il restait plus qu'un torse ou un truc comme ça. Je m'étais fait un truc un peu glauque dans la tête pour retenir celui-là. Voilà. Mais ça avait à peu près marché. Le tronc est la partie du corps qui est globalement la même pour tous, ouais. Bon, après, il y a quand même pas mal de différences dans les proportions. La chair morte a la même apparence quand vous coupez tout sauf le tronc. Oui, lui aussi, il trouve ça dégueulasse son histoire. Ouais, mais faut pas s'en excuser, les amis. Vous faites ce qui marche pour vous. The trunk of everyone's body is mostly the same. Voilà. Donc voilà pour cette petite série. Et donc, on va déjà bientôt s'arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.